Bonjour tout le monde. Alors, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Gabriel Durani. Merci Alex pour la belle présentation. Puis on va commencer sans plus tarder parce que c'est un peu la faute à M. Dunsky, mais il y a beaucoup de choses à discuter. Donc, avant de débuter, moi je travaille pour Bright Diamond, qui est une petite firme de consultation, très petite en fait, et on se spécialise vraiment en conseil en développement de projets, d'énergie renouvelable bien entendu. Alors, pour commencer la présentation, l'idée c'était de juste revenir à l'essentiel en citant directement le rapport spécial 15 ou 1.5, dépendamment comment on l'appelle. Et vous en avez entendu beaucoup parler parce que c'est de ça que Greta Thunberg parle à chaque jour. Elle parle de ce rapport-là, qui est un rapport qui vise à finalement présenter des trajectoires qui nous permettraient d'atteindre une hausse de température de moins de 1,5 degrés Celsius. Ça me permet de mettre la table suivante, c'est-à-dire que je pense qu'on sait tout ce qui doit être fait pour arriver à un tel résultat. Je pense qu'on le conçoit tous intuitivement, que ça va prendre un grand effort. Mais le but de la présentation d'aujourd'hui, c'était de le mettre en chiffres, de le présenter, puis de mettre le même bémol que M. Dunsky, parce que je me suis, après tout, basé sur ces chiffres. C'est-à-dire, c'est une projection. Puis la valeur de cet exercice-là, c'est plus de réaliser l'ampleur du travail à réaliser que de se concentrer sur les chiffres précis. Donc, il faut vraiment imaginer qu'il va falloir démarrer un effort, qu'il va falloir mettre les procédures et les processus en place et surtout les démarrer pour arriver à des résultats comme ça. Et cette présentation-là a ce but-là. Donc, après ça, il y avait une autre phrase intéressante dans le rapport de M. Dunsky. J'imagine que je peux vous laisser la lire, mais en fait, elle parle du propos. Donc, elle tient un propos qui est très clair quant à notre besoin d'électrification, notre besoin de bioénergie, notre besoin d'efficacité énergétique pour atteindre les buts qu'on s'est donnés de moins 37,5 % par rapport au niveau de 1990 en émissions par 2030 au Québec. Donc, toujours la même image, vous l'avez déjà vue. C'est une cible, c'est sûr, qui est très ambitieuse. Puis il faut savoir qu'au Québec, on part, puis ça, on peut le voir de façon positive ou de façon négative, mais on part en avance. Notre électricité est décarbonisée, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous nos voisins. Et on s'est donc donné un défi qui est très grand. Celui de décarboniser autre chose que l'électricité, qui, soyons quand même honnêtes avec nous-mêmes, est le sujet de discussion de nos voisins. Nous, on n'a pas de sujet-là. On est en avance. Et quand on regarde les scénarios qui ont été modélisés par M. Dunsky, on a 4 scénarios. Et ça, il vous en a beaucoup parlé. Et c'est le scénario C qui est le plus ambitieux, pour lequel on a des données, des graphiques, etc., simplement parce que le modèle a donné une solution. Donc, on ne peut pas parler du scénario D qui aurait atteint la cible de 2050. On parle d'un scénario qui n'atteint peut-être pas la solution en 2050, mais à tout le moins présente une vision crédible pour 2030, ce qui est le propos de cette présentation. Donc là, on rentre dans le cœur du sujet. Si on regarde en termes de baisse d'émissions, comment le modèle de M. Dunsky prévoit la baisse, mais on se rend compte qu'il y a des secteurs, puis ça, il vous l'a très bien expliqué, je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer, il y a des secteurs sur lesquels beaucoup de baisses d'émissions vont venir. Donc, plus précisément, le transport, le bâtiment, donc c'est très visuel. Puis là, j'attire votre attention sur un autre secteur, celui des déchets. Donc, on en parle vraiment pas souvent, c'est la barre verte du haut. Puis là, si vous regardez bien attentivement, vous allez voir que cette barre verte-là, entre 2015 et 2030, elle a perdu beaucoup de son épaisseur. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de valoriser cette matière organique-là, ces déchets-là, pour en faire quelque chose d'autre, pour éviter son émission. La valorisation énergétique des déchets est un chemin possible, et c'est de ça dont on parle souvent quand on parle des bioénergies. Ça aussi, vous l'avez vu, on peut se concentrer sur la barre C. On regarde la barre C, je l'ai encadrée à chaque fois. Puis là, on regarde les couleurs. Il y a un graphique à ta gauche qui est en pétajoules.
Personne ne sait c'est quoi les pétajoules, c'est pas grave. Je vous ai mis en bas, 3,6 pétajoules égale 1 TWh. Ça va mieux. Et à droite, vous avez un graphique en électricité, en TWh. Donc, c'est juste que vous ne voyez pas la barre biomasse dessus simplement parce que c'est de la chaleur. Et là, vous voyez, vous commencez à prendre, je crois, la mesure du défi qui nous attend, mais en fait, on vous l'avait déjà décrit à la présentation d'avant. C'est une hausse assez forte. Et là, l'important, c'est pas de se concentrer sur les chiffres. Les chiffres comme tels, on l'a déjà dit, c'est plus une image. Ce qui est important, c'est le delta. Combien de plus faudrait faire, logiquement? Et encore une fois, on pourrait aussi avoir la discussion de quel est l'intrant à ce modèle-là. Mais à la fin de la journée, il y a des intrants qui avantagent, qui désavantages. On peut juste se concentrer aujourd'hui à se dire, mais si on devait réaliser ça, si c'est quelque chose qu'on devait faire ce delta-là dans ce peu de temps-là, comment on le ferait? C'est que la méthodologie qu'on a empruntée a été expliquée en bas. On a pris les besoins tels qu'ils sont expliqués dans le scénario de Philippe, de M. Dunsky. Puis après ça, nous, on a regardé qu'est-ce qu'on fait, nous, au Québec, en termes de production, qu'est-ce qu'on a comme importation, comme Churchill Falls, etc. Puis on a extrait un chiffre final, duquel on a littéralement donné les 2 tiers à Hydro-Québec. Puis on a gardé 1 tiers pour les producteurs indépendants. Quand on a fait toute cette mécanique-là, on arrive avec 9,5 TWh pour les producteurs indépendants. Puis la question suivante, c'est de se dire, OK, mais si on voulait faire des parcs solaires, des parcs éoliens, donc tout ce que ça prend pour faire 9,5 TWh, combien il nous reste de temps? C'est comme ça, je vous ai mis un horaire très simplifié, mais qui reflète quand même assez bien la réalité. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'au Québec, on commencerait par avoir une discussion pour sortir un décret qui cadrerait un appel d'offres d'Hydro-Québec. Ensuite de ça, on laisserait le temps aux producteurs de préparer leur projet. Puis finalement, on passerait une période de développement pur pour ensuite construire. Puis ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si vous essayez de faire un parc éolien ou un parc solaire de grande envergure qui est soumis au BAP et à d'autres processus gouvernementaux québécois d'approbation, vous en avez pour 4 à 5 ans. Si en 10 ans, on essayait de développer 9,5 TWh d'énergie renouvelable, la réalité, c'est qu'on a 5 à 6 années pour réellement avoir un impact sur les cibles de 2030. C'est sûr que, comme j'ai écrit ici, il y a toujours un peu de jeu qui appartient au gouvernement. Donc, ça pourrait être réduit. Mais ça reste quand même que quand Hydro-Québec, dans son plan d'approvisionnement, dit qu'en 2025, les surplus ne sont plus là et qu'il manque d'énergie, le corollaire, c'est qu'il faut faire un appel d'offres l'an prochain. Puis voilà, donc on va arrêter les supputations. Donc, comment atteindre 9,5 TWh? Là, ce qui est intéressant, puis c'est peut-être ça retouche un peu ce que disait M. Dunsky dans sa propre présentation, à savoir que si on veut garder une certaine flexibilité, si on veut que ça se fasse de façon complémentaire, qu'on ait un certain contrôle, on va le dire comme ça. Si à chaque année, on veut pouvoir ajuster combien on ajoute et tout ça, c'est sûr que les producteurs indépendants offrent beaucoup plus de flexibilité au gouvernement. Donc, on peut faire des plus petits projets, on en fait plus, mais surtout, on les fait arriver un peu comme ce que le gouvernement nécessite. Et là, on fonctionne vraiment par des appels d'offres récurrents. Donc, on crée une procédure, on dit, bien, cette année, on va en prendre 300, demain, là, on réévalue ça, d'autres années, on en prend 200, l'autre année, on n'en prend pas. Mais finalement, cette flexibilité-là, vous ne l'avez pas forcément avec le Grand Hydro, qui, lui, prend 8 à 10 ans à développer. Donc, si vous aviez 10 ans pour faire 9,5 TWh, en passant à la romaine, c'est 12. Juste pour vous donner des idées, des comparables. Si vous deviez faire la romaine en solaire puis en éolien, on va le dire comme ça, bien, ce que vous feriez, c'est que vous feriez un processus qui est très flexible, sur lequel vous avez du contrôle année après année, et les développeurs indépendants seraient totalement capables de combler vos besoins. Ce ne serait pas un enjeu, mais il faudrait au moins se concentrer à démarrer le processus. L'autre élément, c'est que pour arriver à faire ça, on va vouloir respecter les objectifs annoncés du PEC. Donc, on va vouloir créer de l'emploi en région, on va vouloir créer de la résilience dans les communautés, on va vouloir donc... Il faut donner le temps aux développeurs d'amener ces projets-là, ce genre de projets-là,
qui a du développement durable, on va dire ce que c'est. Donc, on n'a pas tant de temps que ça pour réaliser toute cette quantité d'électricité-là. Là, on s'est amusé à le simuler en mise en service par an, 2024 à 2029, puis à faire un scénario. On va dire, OK, on va faire un mix parce que, un peu comme en mobilité durable, vous savez, la solution ne vient jamais d'un seul élément. Il faut avoir plusieurs éléments. Ce que je veux dire par là, c'est que la trottinette électrique, c'est un élément. Le taxi par application, c'est un autre élément. Et tout ça fait partie de la discussion de la mobilité durable, comme l'auto électrique. Bon, quand on parle de transition énergétique, l'efficacité énergétique, les pompes à chaleur, l'électricité qui provient de sources vertes, comme ce qu'on parle, tout ça fait partie de la même discussion. Et pour avoir cette diversité-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un scénario qui comprenait solaire, éolien, petit hydro, belle complémentarité entre les différentes sources. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'appels d'offres récurrents année après année pour arriver à 950 TWh? Donc, vous voyez les chiffres ici. On parle environ de 300 MW d'éolien, 200 MW de solaire, 40 MW d'hydro, année après année, pendant 6 ans. Donc ça, c'était pour l'électricité. On s'est maintenant penché après ça sur la bioénergie. La même question. Puis là aussi, puis ça, on en avait parlé lors de la présentation de M. Donsky, c'est un grand saut vers l'avant. Puis la bioénergie, c'est mal connu, des fois au Québec, ou mal compris. Mais on en consomme. Il y a quand même pas mal de bioénergie ou de biomasse, comme on dit souvent, dans notre et on va appeler ça notre énergie primaire. Mais là, on fera un grand saut en avant. Et encore une fois, on a utilisé une méthodologie d'analyse qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour l'électricité. On a pris le scénario C, on a soustrait ce qui se fait en ce moment, on a regardé le delta. On a essayé d'imaginer ce que ça prendrait pour arriver là. Alors, en bioénergie, je ne sais pas si vous vous rappelez du 9,5 TWh pour l'électricité, mais en bioénergie, c'est un peu du simple au double en termes d'énergie. C'est toujours, selon cette projection, on arriverait à un élément qui ressemble à 93 pétajoules. Je vous l'ai mis en térawattheure équivalent pour que vous compreniez. Et on voit que les biocarburants ont un peu la part d'union, mais quand même, il reste de la biomasse chaleur, donc de la combustion directe, ou du GNR, du gaz naturel renouvelable. En termes de développement, c'est un petit peu plus compliqué ici, parce que quand on parle du remplacement d'une chaudière pour faire passer du fuel à de la granule ou au déploiement d'une infrastructure d'une bioraffinerie ou une usine de biocarburant, les horaires de développement de projet peuvent varier grandement. Par contre, du côté du GNR, c'était assez intéressant parce que là, on avait un concept de projet qui était quand même plus ramassé, sur lequel on peut vous donner un timeline. Puis c'est qu'on a décidé d'au moins illustrer le GNR. Puis le GNR, en ce moment, au Québec, on peut parler de 3 à 4 ans de développement. Puis encore une fois, ça va prendre un programme, peut-être un programme de subvention au CAPEX, peut-être un appel d'offres d'Énergir, peut-être, en tout cas, on verra. Ça va prendre une structure pour démarrer la machine qui doit être mise en place. Après ça, les gens préparent leur projet, ils les développent, ils les construisent. 3 à 4 ans. Donc, pour arriver aux cibles qu'on se donnerait, parce que dans ce cas-ci, c'est pas juste le rapport de M. Donsky, c'est un règlement du Québec qui fait... Ah oui, je voulais juste vous dire, le GNR, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gaz naturel renouvelable qui vient de la valorisation des déchets. On en a parlé tantôt. Déchets ou matières résiduelles agricoles ou matières résiduelles forestières. Donc, ce qu'on parlait, la petite barre verte tantôt, là, ça, c'est un des moyens de valorisation de cette barre-là, pour faire baisser les émissions de notre secteur des déchets, pour ensuite faire baisser les émissions du secteur du bâtiment ou du transport, ou peut-être même de l'industriel. Le GNR est un moyen intéressant. C'est une molécule de CH4 qui est produite dans soit parce qu'on l'a collecté d'un dépotoir, soit parce qu'on l'a littéralement fait nous-mêmes dans une réaction encadrée qu'on appelle un biométhanisateur. Et à ce moment-là, il est injecté ou il est brûlé directement. Quand les gens vous parlent de biogaz, souvent c'est parce qu'il est brûlé directement. L'autre élément que je voulais vous dire, c'est qu'il y a maintenant un règlement au Québec. Et on est une des seules juridictions, sinon la seule, il faudrait que je demande au ministre, en tout cas selon sa déclaration, on est les seuls,
à avoir un règlement de teneur minimal. Et donc, ce que ce règlement-là dit, c'est qu'en 2025, il va devoir y avoir 5 % de GNR dans nos approvisionnements de gaz naturel. Donc, c'est plus juste une... Là, on n'est plus dans le... On n'est vraiment plus sur le territoire d'une prévision. Là, on rentre dans le territoire d'un règlement. Donc là, on est vraiment plus, contrairement au domaine électrique que je décrivais tantôt, là, on rentre dans un domaine qui est pas mal plus concret. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va falloir atteindre, pour vrai? L'autre élément du GNR, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on veut l'injecter, vu que la cible, c'est pour du gaz qui est injecté, la dimension géographique du gazoduc est importante. Donc, je vous invite à regarder le gazoduc. Ça va être très important quand je vais parler de biomasse tantôt. En termes de GNR, bien, si on regarde les quantités qui sont générées à l'horizon 2022, donc on se rappelle que le scénario C est très proche, le scénario C de Dunsky, qui est à 15 pétajoules, je crois, est très, très proche de la cible de 5 % qui est à 13 pétajoules. C'est très proche. C'est que ça, on regarde, puis ça pourrait être juste une différence de calcul, là, mais c'est très proche. Donc, si on regarde le point de départ, en 2022, 7 pétajoules, probable, et qu'on regarde ce qui reste à produire, ça nous donne 8 pétajoules à produire. Et là, la question se pose, c'est quoi 8 pétajoules? C'est quand vous regardez 8 pétajoules, si vous le convertissez en millions de mètres cubes. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a en énergie en passant. Chaque industrie, chaque silo énergétique utilise ces unités. Et donc, il n'y a pas de discussion intégrée énergétique à aucun moment. Les gens, souvent, du public, ne font même pas les liens entre le pétrole et l'électricité. C'est de l'énergie, c'est la même discussion. Quand on parle d'électrifier le bâtiment, on parle de substituer du pétrole par de l'électricité. Donc, c'est important que les unités, on les comprenne. Et en gaz naturel, il y en a plusieurs des unités, mais le million de mètres cubes au Québec, c'est souvent utilisé, le gigajoule aussi. Quand vous parlez de 210 millions de mètres cubes de GNR, sachez que le projet de la ville de Saint-Hyacinthe, qui est notre plus gros projet en ce moment au Québec, en produit 13. Donc, je vais vous laisser faire les maths. Donc, vous avez besoin de 210, le plus gros projet au Québec en fait 13. Puis après ça, je vous ai donné des hypothèses de projet. Un méga projet, parce que Saint-Hyacinthe, c'est clairement un très gros projet, fera un 10 millions de mètres cubes. Un grand projet 7, un projet agricole 3, typique, comparable à ce qui se fait à la coop carbone de Warwick, 2,3 millions de mètres cubes. Donc, on fast forward, on essaie de voir qu'est-ce que ça donne en termes de nombre de projets. Là, je tiens encore une fois à faire le bémol. C'est une projection. J'ai pris 5 %, j'ai mis 210 millions, j'ai fait des hypothèses de projets. Ça pourrait être plus de petits projets, moins de grands projets. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense que ce que vous voyez aussi, c'est que ça va prendre des grands projets à chaque année. Ça va prendre quelques méga-projets. Puis, une foule de plus petits projets, hein, vous le voyez, c'est très visuel. Plein de petits projets agricoles, comme ce qu'on a vu à Warwick. Plusieurs dizaines, en fait. Et quand on regarde quelque chose comme ça, bien, immédiatement, ce qui vient en tête, si on est un gouvernement, si on veut lancer la machine, c'est qu'il va falloir des processus. Il va falloir que ça commence à être standardisé. Il va falloir que ça se mette à rouler, puis pas dans 2 ou 3 ans, rapidement. Parce qu'on veut arriver à des résultats assez forts en 2025 pour respecter le règlement. Après ça, si on se fie à la projection qui a été établie selon le scénario C de Dunsky, bien, ça pourrait, on ne serait pas sous la même pression, sans mauvais jeu de mots, là, je sais qu'on parle de gaz naturel, on ne serait pas sous la même pression de faire plein de projets, mais il y aurait quand même un rappel ici à faire, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait inclure plus de GNR, qu'on devrait aller vers 10 % et tout ça. Et donc, si on va vers 10 %, ça ici devient ça ici. OK. Maintenant, on va parler de biomasse, de production de chaleur par combustion directe. Puis, quand on parle de biomasse par combustion directe, souvent, on a des discussions qui sont... comment je pourrais dire, qui ne tiennent pas compte de la géographie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de biomasse, des fois, les gens vont nous parler de l'interdiction des fours à bois à Montréal. Ce qui est très intéressant, ce qui est tout à fait justifié quand on parle de qualité de l'air. Mais quand on parle de transition énergétique et donc de substitution de produits pétroliers utilisés en chauffage dans des bâtiments commerciaux institutionnels de certaines régions du Québec, il faut se rendre compte que le gazoduc, il y a une géographie. Et qu'à un certain moment donné, ces gens-là n'ont pas autant de choix de transition dans des régions comme celles que j'ai listées ici que d'autres.
Et la biomasse, donc de brûler du bois, littéralement, hein, mais c'est juste qu'on l'a conditionné, sous forme de granules, sous forme de plaquettes, pour lui donner un contenu énergétique standardisé, devient en fait très intéressant parce que souvent, ces grosses industries-là, on peut penser aux grosses industries de la Côte-Nord ou de la Gaspésie, sont situées dans des endroits où il y a une importante industrie forestière. Et là, on rentre dans un concept dont vous avez souvent entendu parler, qui est l'économie circulaire, qui est un concept de développement durable. Mais si on en revient à qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les 17 pétajoules à peu près d'augmentation qu'on verrait dans un scénario comme celui qui a été présenté par Dunsky, qu'est-ce que ça représente? Au Québec, en ce moment, le plus gros projet de conversion qu'on a, probablement sur papier, l'un des plus gros, c'est la cimenterie Mécanis. Ceux qui connaissent la cimenterie Mécanis, vous savez que c'est en Gaspésie. Et là, ces gens-là, donc, ils font du ciment, c'est une cimenterie, et ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de chaleur. Et l'électrification n'est pas vraiment une option. Alors, à partir de ce moment-là, ils veulent remplacer une partie de leurs approvisionnements fossiles, le remplacer par de la biomasse forestière. Et ça donne 100 000 tonnes métriques anhydres. Parce qu'en biomasse, souvent, on va parler en tonnes métriques. C'est un combustible solide. Les gens parlent souvent en tonnes métriques, en millions de tonnes métriques, etc. Et donc, je vous ai mis une règle de conversion toute simple. C'est que le 17 qui est là correspond à un peu plus qu'1 million de tonnes. Et ciment Mécanis dont je vous ai parlé, c'est 100 000 tonnes. C'est un dixième de ça. C'est à peu près un dixième de la cible qu'il faut atteindre en 10 ans. Mais il n'y en aura pas 10. Il n'y en aura pas 10 des ciments Mécanis. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les autres types de projets qu'on voit en conversion, comme l'hôpital d'Amqui, on voit beaucoup de serres aussi, des serres agricoles. C'est très intéressant. Vous savez, là, pendant la crise du propane, on a parlé de sécher du grain avec autre chose que du propane aussi, donc une autre discussion intéressante. Donc, il y a beaucoup de belles applications agricoles. On a aussi le CSS de Rivière-Rouge, un gros projet, 2400 tonnes, donc c'est quand même un gros projet, mais il faut quand même qu'on se rende à 1 million. Et là, quand on se met à penser à ça, bien là, on se dit, OK, bien, un méga projet, c'est 10 000 tonnes, un grand projet, c'est 3 000 tonnes, comme l'hôpital d'Amqui. Un projet agricole, institutionnel, industriel, donc changer quelques procédés dans une industrie locale, chauffer le cégep du coin, ça, à peu près 1000 tonnes. Puis là, on se rend compte que ça va beaucoup prendre le projet pour arriver à 17 pétajoules. Que cette transition-là, auquel qu'il faut qu'on commence, c'est beaucoup de projets. Et quand on regarde un nombre de projets comme ça, puis là, je vais vous dire ce que vous regardez. Ce que vous regardez, c'est des grands projets, là. Il y en a un par année. Puis après ça, des beaucoup plus grands projets comparables à l'hôpital d'Amqui, bien, ils augmentent. Donc, on en a 2 ici. Ensuite, on augmente. Vous voyez, une augmentation continuelle de ces projets-là. Puis ensuite, le point orange, c'est des projets de serre, des projets de silos, des projets de changer un complexe industriel ou un petit complexe d'habitation. Et ça augmente. Au début, on en fait 20. Après, on en fait 30. Enfin, on en fait 40. C'est pas cumulatif, c'est par année. Et ce que vous voyez sur papier, c'est que ça prendrait 650 projets comme ça, des petits projets, des plus petits projets qui ne sont pas petits du tout. Là. L'hôpital d'Amqui, c'est pas petit. Non. Et donc, on parle vraiment d'une transition assez profonde vers une forme d'énergie qui est abondante dans ces régions-là, mais qui va nécessiter des procédures, un élan, une attention particulière aux détails. Quand un ingénieur n'a pas de données sur le contenu énergétique d'une granule, qu'il ne sait pas s'il peut l'avoir pendant un certain nombre d'années, de façon garantie, avec un contenu garanti, le calcul ne commence même pas. Donc, il va falloir commencer à s'intéresser à nos approvisionnements, à la standardisation de ces produits-là. Puis, c'est par ces moyens simples-là qu'on peut structurer la demande. Mais surtout, on peut aussi penser à l'exemplarité de l'État ou à des grands projets comme Ciment Mécanis qui, ne serait-ce que par l'appel d'air qu'ils créent, vont structurer ces chaînes de valeur-là. Donc, il y a plusieurs moyens à notre portée. Finalement, les biocarburants. Les biocarburants, c'est un sujet fascinant. Premièrement, sachez qu'il y a un projet de règlement. Donc, encore une fois, on n'est pas du tout dans la projection comme dans l'électricité ou la biomasse chaleur. Comme pour le GNR, on est face à un règlement, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée, je tiens à dire, de teneur minimale. Et là, cette teneur minimale-là s'établit pour l'essence et le diesel, pour certains secteurs du transport. Donc, vous savez, c'est assez précis. Et là, on voit, donc je vous ai mis un peu la déclaration du ministre à gauche, mais ce que vous voyez à droite,
Puis ça, c'est important de le réaliser. C'est un peu ce qui a été discuté lors de l'allocution précédente, puis c'est aussi ce que vous savez déjà d'instinct. C'est une diapositive qui a été présentée par Pierre-Olivier Pinault dans l'État de l'énergie 2020, donc c'est très récent. Et ce que ça vous montre, c'est le nombre d'achats de véhicules par année. Et là, les chiffres sont énormes. Donc, on est dans des ordres de grandeur de 350 000 à 450 000. Dans les dernières années, les gens se sont mis à acheter des véhicules plus lourds, des SUV, des camionnettes. Peu importe, c'est pas le sujet. Ce qu'on voit par contre, c'est que notre consommation d'essence n'est pas en train de diminuer. Ça, je pense que vous le sentez en regardant ça. L'autre chose que vous devez sentir en regardant ça, c'est que oui, on commence à vendre des autos électriques. On a un objectif de 100 000 véhicules électriques et hybrides sur nos routes par 2020, qui va probablement être atteint. On est à plus de 60 000 en ce moment. Les ventes s'accélèrent. Mais on a tout ça qui va traîner dans notre parc de véhicules pendant 5 à 15 ans. Et la façon de faire baisser les émissions de cette flotte de véhicules-là, c'est de commencer à intégrer le plus rapidement possible des biocarburants dans les carburants existants. Donc oui, l'auto électrique est une solution extrêmement intéressante, mais pour d'autres endroits, pour des gens qui ont déjà acheté leur véhicule ou des gens qui ont des grandes distances à couvrir ou pour d'autres usages, il va falloir commencer à penser à produire des biocarburants rapidement et en grande quantité. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on en revient toujours. Plus de 60, près de 70 pétajoules, on va dire ça comme ça, de biocarburant. En ce moment, au Québec, on a une belle production. Vous le voyez ici, on a des beaux projets. On a des projets qui sont prévus, comme le projet de la TUC, BELT, pour 2023, qui vont avoir des grandes productions. Ici, vous êtes en milliards de litres. Pour donner une référence à tout le monde, selon l'Office national de l'énergie, en 2018, c'est consommé 10,6 milliards de litres d'essence au Québec, à peu près la moitié en diesel. Donc, je vous ai mis les chiffres ici. Mais quand vous êtes en milliards de litres, sachez que dans l'industrie en passant, quand vous allez regarder des chiffres de bioraffinerie ou de producteurs d'éthanol, peu importe, les gens ont tendance à parler en millions de litres. Puis le contenu, pourquoi je ne vous ai pas mis la conversion en pétajoules? Parce que c'est là que ça se complique. Le contenu énergétique de chacun de ces carburants-là varie. Donc le nombre de gigajoules, si vous voulez, par litre va varier. Mais ça, on fait juste les chiffres rapidement. Donc ce que j'ai déjà fait pour essayer de comprendre ce que les teneurs minimales prévues du gouvernement, qui sont de 4 de biodiesel dans le diesel et de 15 de biocarburant dans l'essence. Donc, si on fait ces chiffres-là, on arrive à 38 pétajoules et on est à mi-chemin. On est à mi-chemin du scénario. On a couvert la moitié de la distance, ce qui est déjà bien. 2025, on a couvert la moitié de la distance. Moi, je dis bravo. On a quand même fait quelque chose de bien. Mais il faut faire l'autre moitié. Donc, qu'est-ce que ça va prendre pour aller chercher le 38 pétajoules? Disons qu'on se concentre juste là-dessus. On en a 16. Là, on veut arriver vers quelque chose qui ressemble à 40. Mais qu'est-ce que ça va prendre? Mais là, on peut regarder les 200, comme Greenfield Global, qui est un gros producteur d'éthanol et de biocarburant. En ce moment, à leur usine, on parle de 200 millions de litres. C'est bien. C'est très bien. Mais vous savez, c'est ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est juste que ça va prendre des milliards, en fait, ça va prendre un peu plus d'1 milliard de litres pour se rendre à nos objectifs de 2025. C'est ce que je vous ai présenté ici. Donc, la hausse en millions de litres en biocarburant par rapport au niveau actuel est schématisée ici, puis vous amène jusqu'à 2025 pour un respect des cibles du projet de règlement. Puis, à la fin, je vous dirais qu'en termes, pour pas trop compliquer les choses, on est à peu près à 1,3, 1,4 milliard de litres qui sont produits au Québec et consommés au Québec. Et après ça, bien franchement, c'est très difficile à prédire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop quel impact va avoir l'auto électrique sur le parc d'auto et la consommation d'essence. Parce qu'il y a des biocarburants de seconde génération qui vont rentrer. Parce que l'hydrogène pourrait commencer à avoir un effet, etc., etc., etc. Ça devient, même pour une prévision, difficile de présenter quelque chose. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le biocarburant, tout comme le GNS, c'est une autre façon de valoriser nos déchets.
Donc, encore une fois, je vous ramène à la barre verte qu'on regarde en tout début de présentation. Ces émissions-là, qu'on veut faire baisser, dont on a besoin de faire baisser, mais c'est encore une autre façon de faire baisser les émissions de ce secteur-là des déchets pour ensuite aller faire aussi baisser des émissions dans des secteurs comme le transport. Les biocarburants ont des applications ailleurs qu'en transport. Donc, il faut aussi penser qu'on peut avoir un impact sur d'autres secteurs avec ça. Puis finalement, c'est qu'il y a une grande flexibilité. Si tu as un parc, disons, d'automobiles qui roule déjà avec un carburant fossile, qui pollue, etc., tu peux avoir un impact rapide sur ce parc-là par l'inclusion graduelle dans le carburant. D'un carburant qui, lui, est carboneutre ou à faible émission. Finalement, il faut aussi penser qu'à l'horizon 2030, puis l'avenir est plus proche qu'on le pense des fois. Donc, si je vous avais parlé il y a 5 ans, j'aurais dit que c'est de la science-fiction. Maintenant, on se rend compte que ça n'en est plus du tout. Puis maintenant, il y a même des projets d'hydrogène au Québec, vous le savez. Puis on va même en entendre parler aujourd'hui et demain. Donc, on est vraiment dans le domaine du concret maintenant, c'est-à-dire que ça s'en vient très rapidement. Et ça pourrait avoir un impact assez rapide sur les biocarburants ou la façon dont on diversifie, on va dire, nos approvisionnements énergétiques en transport. Il y a d'autres usages à l'hydrogène, le fameux Power to Gas que vous connaissez peut-être pas, là, qui est une production de GNR de synthèse, où on prend de l'hydrogène, on le combine avec un carbone qui est en fait séquestré ou qui est trouvé dans l'environnement, si vous voulez, et on en fait un CH4 de synthèse, ça devient un GNR, en fait un gaz naturel renouvelable qui est injecté. On peut aussi injecter l'hydrogène directement au gazoduc selon la tolérance, bien sûr, ça va changer selon les juridictions puis selon le type de tuyau qu'il y a. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce que j'essaie d'apporter ici, c'est de vous dire qu'on ne sera pas capable aujourd'hui de prévoir avec précision ce qui va devoir être fait en 2025, à partir de 2025 ou même avant en biocarburant. Mais ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que quand on produit des bioénergies, des biocarburants, on a besoin d'électricité. L'électricité est nécessitée dans ces processus de transformation-là, surtout pour l'hydrogène. Donc, rappelez-vous simplement qu'il y a un appel d'électricité additionnel qui peut venir de ces secteurs-là, surtout si l'hydrogène décolle. Donc, finalement, pour arriver un peu à la fin de la présentation, vous avez vu donc l'ensemble de ce qui est nécessité. On a essayé de le quantifier, puis on a quand même pris le temps de quantifier ce que ça veut dire en termes d'investissement pour le Québec, au moins au niveau électrique. Au niveau électrique, on parlerait d'un investissement d'environ 6,5 milliards au cours des 10 prochaines années. C'est sûr qu'on veut probablement répliquer des modèles qu'on a déjà mis en place, qui sont déjà efficaces, qui fonctionnent déjà. Vous les connaissez en éolien, qui peuvent être répliqués dans d'autres milieux, etc. Et c'est surtout que ça va répondre de façon très flexible aux besoins au fur et à mesure qu'ils sont réévalués année après année. En bioénergie, ce qu'on voit, puis on répète le message de la matière résiduelle, mais on voit vraiment une façon de valoriser. Mais ça a déjà été commencé avec le PTMOBC et d'autres programmes. Donc, de valoriser une matière résiduelle, d'en faire un produit à valeur ajoutée, qui va être donc de le valoriser de façon énergétique, et de participer à ce qui est un concept dont on parle de plus en plus, qui est l'économie circulaire, dont je vais parler un peu plus tard. On parle encore une fois de milliards d'investissements. Donc, on pourrait citer ici des projets individuels, comme BELT ou d'autres, qui sont dans ces eaux-là. On parle bien sûr on va probablement avoir besoin, puis ça j'en ai parlé en biomasse, mais je le répète, on va probablement avoir besoin de programmes pérennes. Donc oui, des subventions au CAPEX, donc à l'achat des équipements nécessaires pour faire les transitions, les chaudières, les biométhanisateurs, etc. Mais surtout qu'ils soient stables dans le temps pour permettre beaucoup de prévisibilité aux investisseurs pour amener ce genre de création de projet que j'ai montré tantôt. Pour revenir sur l'économie circulaire, parce que c'est un concept qui est parfois mal compris. C'est un concept qui a quand même été défini, qui a quand même été intégré par TEC dans plusieurs de ses documents. Et il a été décrit par l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire, donc l'Institut EDDEC. Et ça, c'est une acétate qui vient directement de leur site que j'aime beaucoup, parce qu'elle montre clairement, en fait, que l'économie linéaire tire un peu à sa fin. Puis, il faut qu'on rentre dans une logique de réutilisation, de baisse de demande, absolument, on en a parlé tantôt, mais aussi de réutilisation, de valorisation de certaines de nos matières résiduelles.
Et c'est là-dedans, vous savez, c'est ici, là, quand vous voyez valorisation ici, le recyclage, compostage, écologie industrielle, valorisation, vous savez, ça s'inscrit beaucoup là-dedans, les énergies renouvelables. L'électricité verte comme intrant pour générer un biocarburant qui lui-même va utiliser une matière résiduelle comme intrant. Donc, vous êtes vraiment dans ces logiques-là. Et c'est très facile de comprendre que quand vous êtes en Gaspésie, qu'il y a une industrie forestière qui sort je ne sais plus combien de tonnes métriques de bois derrière chez vous, que c'est tout à fait imaginable de penser que vous allez transférer la chaudière du cégep du coin à la granule de bois. Donc, c'est ça l'économie circulaire de façon très prosaïque. Finalement, c'est un concept qui a été intégré dans le plan directeur de TEC. Donc, on est vraiment, comme je vous disais, on est vraiment dans l'air du temps avec les bioénergies, avec les énergies renouvelables. On est vraiment dans cette logique-là d'économie circulaire. La balance commerciale, on en a parlé amplement. Ça, c'est les chiffres de Pierre-Olivier Pinault. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui vous a été présenté auparavant. En ce moment, on a une balance commerciale qui est essentiellement faite, en termes de son déficit, de notre dépendance au combustible, donc à l'énergie fossile, qui est essentiellement, rappelons-nous, importée. Donc, ça vient pas de ce territoire. Et forcément, notre balance commerciale en souffre. Donc, ce que je voulais vous dire, en bref, si je peux me permettre, c'est que quand vous regardez ce graphique-là, il faut que vous voyez vraiment une rampe de lancement. Parce que réussir les cibles de 2030, puis rappelons-nous que c'est un scénario pour lequel une solution a été trouvée dans les modèles. Donc, clairement, on a des technologies matures, on est capable de le faire. C'est une question d'organisation, de structure, de mettre à profit les différentes forces vives de la société. Hydro-Québec, Énergir, les autres utilités réglementées, le gouvernement, la société civile, les producteurs indépendants, tout le monde doit être là, les municipalités. Donc, il faut vraiment avoir une concertation, un travail d'équipe fort. Puis, si on se concentre, c'est sûr que si on se concentre sur les cibles de 2030, ça devrait, logiquement, nous donner l'air d'aller pour aller vers 2050. Mais ce que ça implique, et ça, souvent, c'est pas assez dit, mais je pense que ça a été dit dans le rapport Dunsky aussi, c'est que ça va prendre beaucoup de recherche en biocarburant, puis dans d'autres types de... Vous savez, dans plusieurs milieux industriels, ces transitions-là sont compliquées. L'électricité n'est pas forcément une solution. Pas beaucoup de processus industriels. Il leur faut de la chaleur en grande quantité, de la chaleur qui n'est pas chère. Alors, il va falloir faire de la recherche, il va falloir faire du développement. Et c'est cette décennie-là qu'on a devant nous qui est non seulement une décennie pendant laquelle on peut agir avec des technologies beaucoup plus matures qu'on connaît, que je vous ai décrites, pour ensuite pouvoir, pendant que ça se développe, faire la recherche nécessaire pour développer les prochaines technologies, que ce soit l'hydrogène ou d'autres, de la séquestration, peu importe. Mais il va falloir se donner le temps pour trouver ces technologies-là pour qu'on puisse atteindre les cibles de 2050. Je finis mon avant-dernière slide en vous présentant une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Je tiens à dire que ça ne vient pas de moi, hein. C'était en préambule du rapport du GIEC et CR5, un 5 que je trouvais très, très bonne. Puis je pense que ça résume beaucoup le propos que je viens d'avoir avec vous, qui dit, essentiellement, l'avenir, il ne faut pas essayer de le prévoir. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur à essayer de le quantifier avec précision, mais il y a beaucoup de valeur à le rendre possible, à s'assurer qu'on puisse le vivre. Puis à ce moment-là, ça va prendre, pour des gens comme les producteurs d'énergie renouvelable, un effort pour rendre cet avenir possible-là en augmentant la production d'énergie renouvelable. Ça va prendre un effort de d'autres parties de la société pour que la demande pour cette énergie renouvelable-là se structure. Donc, en termes simples, un truc comme la cimenterie mécanique, c'est un exemple patent de ce que je viens de dire. Vous avez d'un côté des coops forestières de l'ensemble de la péninsule qui se fédèrent sur un projet commun. On s'entend, très compliqué, grâce à une demande structurante venant d'un grand projet industriel. Donc, d'un côté, l'offre, de l'autre côté, la demande.
Alors, et aussi, je tiens à dire, et je suis peut-être influencé par Jean-François Samary là-dedans, mais quand je fais des chiffres comme ça, je trouve ça toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de disparités entre nos différentes bases de données, que ce soit en émissions ou en énergie. On a besoin d'une base de données assez... on a besoin de données ouvertes, revues annuellement. On a besoin de se donner presque un bilan carbone. Ça devrait être une discussion comme le budget à chaque année. On devrait avoir cette discussion-là là, en tant que société. Il faudrait que ça soit précis, vérifié. On a besoin d'indicateurs de performance précis. On devrait tous savoir combien ça coûte en dollars là, par tonne équivalente de CO2, faire telle ou telle mesure. Ça devrait être une discussion constante. Puis finalement, il ne faut pas attendre. Souvent, on a tendance à prendre une attitude attentiste parce qu'on veut savoir en détail combien on va avoir besoin, quand, etc. En ce moment, le message que j'ai essayé de porter en utilisant le rapport de trajectoire, c'est simplement de dire on n'a pas vraiment le temps d'attendre. Il faut plutôt entreprendre une attitude d'action dans laquelle on lance les procédures, on se structure pour être capable de créer beaucoup de projets, donc d'en générer beaucoup, pour être capable finalement de faire arriver l'investissement privé pour que ces projets-là se réalisent, pour que ce ne soit pas juste de l'argent public. Donc, il y a un effet de levier évident de l'action du public sur le privé, que ça soit dirigé à résoudre nos enjeux climatiques. Puis, on a besoin de revoir on a aussi besoin de commencer à parler vraiment de nos besoins annuels énergétiques en fonction de cibles climatiques. Quand vous regardez un plan énergétique, puis que c'est un plan business as usual, là, qu'on vous présente un plan pour les prochaines 10 ans d'approvisionnement, disons, et que ce plan-là ne tient pas compte de l'effort, n'a pas de projection, ou que ce n'est pas dans le mandat de l'organisation de projeter vers des cibles climatiques précises, il faudrait quand même se poser la question. Il faudrait toujours qu'on soit en mesure de dire c'est quelque chose qui nous amène vers moins 37,5 en 2030. Il faudrait qu'on soit capable de faire ça. Et voilà, c'est ce qui complète ma présentation.